Forum économique mondial, excellente occasion de magnifier la coopération entre le Mali et la Chine. En plus des 25 milliards de francs CFA mis à la disposition de l'État malien, la Chine aidera à la construction de structures de formation agricole et du 4e pont de Bamako. Bamako, ville propre, le groupe Togona Agro-Industrie s'engage pour débarrasser la capitale de ces tas d'ordures. L'opération d'un montant de plus de 15 millions de francs CFA a commencé ce matin par le dépôt d'ordures de Medina Kora. Le premier coup de pelle a été donné par le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement. Nous sommes jeudi 11 septembre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Poursuite de la visite du président de la République en Chine. La Chine va construire très prochainement des structures de formation agro-industrielle et de bâtiments dans notre pays. La Chine met également à la disposition de l'État du Mali 25 milliards de francs CFA. Cette annonce a été faite par le Premier ministre chinois lors de sa rencontre avec le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Envoyés spéciaux Abdou Salam Bambara et Amadou Sankaré. C'est au cours de leur entretien élargi aux deux délégations que le Premier ministre chinois a annoncé au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, ce que le gouvernement chinois entend mettre à la disposition du Mali. Il s'agit de l'achèvement dans les jours à venir du centre technique agricole en cours de construction à Baguineda, de la réalisation avant fin 2015 d'un centre de formation dédié au métier du bâtiment. Et ce n'est pas tout. Nous n'avons presque pas eu de mots pour remercier la Chine de sa sollicitude. Nous avons eu une pluie d'offres chinoises. Pensez notre pays dans sa situation actuelle qui se voit attribuer à titre de don exceptionnel sans aucune espèce de contrepartie une enveloppe de 25 milliards de francs CFA. Cela se passe documentaire. 600 bourses d'études et 600 bourses dans un pays qui est aujourd'hui parmi les 3 puissances mondiales au plan de développement économique. Chacun a vu Tianjin. Moi, j'avoue que j'étais bluffé parce que je pensais au départ que Tianjin était une petite ville. Et tout le monde ne voit que Beijing, Shanghai, et Shenzhen, et Chengdu, d'autres villes connues et célèbres. Mais Tianjin nous a tous surpris par son développement prodigieux. Enfin, le gouvernement chinois a salué la constance du Mali dans sa coopération. Forum économique mondial, le forum proprement s'est ouvert aujourd'hui en Chine. Cette rencontre annuelle du monde économique a pour invité d'honneur, on le rappelle, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Au cours de ce rendez-vous, plusieurs communications seront faites par certains membres du gouvernement sur les atouts du Mali en matière d'opportunités. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux en Chine. C'est en compagnie de son épouse que l'invité d'honneur du forum, Ibrahim Boubacar Keïta, a pris part à la cérémonie d'ouverture de cette session annuelle qui a pour thème créer de la valeur grâce à l'innovation. Au cours de ces regroupements d'entrepreneurs, de multinationaux à croissance rapide, de jeunes leaders mondiaux, de scientifiques et du monde de la presse, le Premier ministre chinois et le président du forum ont développé des thèmes liés à l'énergie, à la technologie, à l'industrie et à l'environnement. Pour la délégation malienne, la participation de notre pays à ces rendez-vous économiques se justifie puisque la Chine est une cible de choix pour attirer les investisseurs. Prennent part à ce forum, aux côtés du chef de l'État, plusieurs membres du gouvernement qui feront tout au long de cette rencontre des communications sur les opportunités du Mali en matière d'affaires. Ce forum de Tianjin est un véritable espace pour les entreprises de débattre certains sujets d'économie et d'investissement les plus urgents, afin de faire des propositions concrètes par rapport aux solutions innovantes.
Et la sécurité dans les régions du Sahel, c'est le thème exposé par le président de la République devant les étudiants de l'université de Nankei de Tandji. J'espère que j'ai bien prononcé. Et au cours de sa communication, Ibrahim Boubacar Keïta a mis l'accent sur la mutualisation des efforts, d'où la création du G5 du Sahel. Aussi a-t-il invité les partenaires à renforcer leur appui pour la stabilisation de cet espace commun. Nos envoyés spéciaux, Amadou Sankaré et Abdul Salam Bambara, étaient présents. Le président de la République à l'université Nankei de Tandji. Le chef de l'État est venu à la rencontre des étudiants de cette prestigieuse école fondée en 1919. Et pour accueillir l'hôte du jour, les étudiants ont bien leur formule. Le président Keïta, qui est venu faire une communication sur la sécurité dans le Sahel, a tenu tout d'abord à saluer le peuple chinois pour sa grandeur à travers certains de ses fils qui ont marqué l'histoire du monde. Oui, Nankei, prestigieuse, elle l'est. Parce que c'est ici que le Premier ministre Zhou Enlai a étudié. Zhou Enlai que nous tenons pour l'un des plus grands hommes d'État et l'un des plus remarquables de la Chine moderne. Zhou Enlai fut la révélation de la conférence de Bandung qui marqua l'éveil des peuples colonisés. Il marqua le monde par l'entrée diplomatique brillante de la Chine lors de la conférence de Genève. Ami du Mali, constant, sincère et toujours prévenant. Il s'est rendu au Mali au moment où j'étais jeune lycéen et je me vois encore avec le drapeau chinois et le drapeau malien agitant « Vive Zhou Enlai, vive Zhou Enlai ». Ça m'a marqué tout jeune. Parlant de la situation dans le Sahel et du Mali en particulier, le chef de l'État dira que le peuple chinois a toujours été aux côtés de notre pays. Nous sommes heureux que notre ami et le gouvernement chinois aient compris l'enjeu, aient compris l'intérêt pour son pays ami le Mali d'avoir la paix. Pour la première fois dans l'histoire de la Chine a envoyé des éléments pour venir aider le Mali. 500 de vos frères sont au Mali. Merci à la Chine. Le gouvernement chinois a compris l'importance pour le Mali et le monde de ce qui se passe au Sahel. Les travailleurs chinois en mission de paix, d'amitié et de fraternité ont été enlevés dans des pays amis au nom du terrorisme et tués. Chers amis, nous battre pour la paix est un devoir vis-à-vis de notre peuple et vis-à-vis de vous qui nous aidez. S'agissant du processus de réconciliation amorcé par notre pays, le président de la République a informé les étudiants des différentes initiatives prises par le gouvernement et ses partenaires pour réussir cette étape. C'est pourquoi il a fait cas des pourparlers qui sont en cours en Algérie. Nous sommes à Alger pour discuter, pour essayer de trouver des pistes de convergence, d'entente. Mais si nous avançons assez en profondeur pour qu'un accord soit envisageable, et il est envisageable, l'accord sera signé au Mali, Inch'Allah, pas à l'extérieur. Pourquoi? Par orgueil, par vanité? Non. Simplement, si on discute pendant des semaines, voire des mois, on doit pouvoir créer un climat de confiance tel que, au bout, nous devrons nous entendre pour revenir dans notre propre pays, pour signer la paix dans notre pays. Merci. Ici à Bamako, le comité interministériel de suivi des engagements de Bruxelles s'est réuni ce matin à la primature. Plusieurs thématiques ont été abordées, dont la lutte contre la corruption, la réconciliation nationale, le retour de l'administration dans les régions du Nord. C'est pour mieux préparer la 4e réunion de suivi des engagements de Bruxelles en faveur du Mali, une rencontre prévue le 30 septembre prochain à Paris. Le conseil spécial du Premier ministre Alassane Ba sur la rencontre, il est au micro de Ramata Konaté.
le Mali est en train, bien entendu, de se préparer de façon significative pour prendre part à cette conférence de Paris. L'occasion était opportune, le Premier ministre avec son gouvernement, de faire un peu un état de mise en œuvre de ces engagements, aussi bien par le gouvernement du Mali que les engagements des partenaires techniques et financiers. Le Mali s'est engagé dans des actions et c'est dans ce cadre que nous avons pu élaborer un document stratégique qu'on appelle le plan pour la relance durable du Mali, qui contient 12 actions prioritaires. Donc l'occasion est opportune, bien entendu à Paris, dans le cadre de cette 4e conférence, de pouvoir échanger sur l'état de mise en œuvre de ces engagements. On aura l'occasion de débattre sur les points qui sont liés à la réconciliation nationale, à la lutte contre la corruption, l'approfondissement de la décentralisation, le retour de l'administration et des services sociaux de base. Au sortir de cette rencontre, où en sommes-nous avec les engagements du gouvernement? Nous sommes en train de finaliser un peu le bilan dans ce cadre-là qui, bien entendu, qui sera présenté lors de cette 4e conférence de Paris. Dans les jours à venir, nous aurons une visibilité sur le décaissement par rapport un peu à tout ce qui concerne les engagements des partenaires techniques et financiers et quels sont les résultats concrets qui ont été réalisés dans ce cadre-là. Voilà, ce rapport est attendu dans les jours à venir. Et une mission du Fonds monétaire international séjourne dans notre pays. Les deux parties ont commencé aujourd'hui même à l'hôtel des finances les premières et deuxièmes revues de l'accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit avec le Mali. Il s'agit là d'évaluer les réformes économiques et financières sur lesquelles le gouvernement reste engagé et qui sont destinées à l'amélioration de la qualité et l'efficacité des dépenses publiques. Conduite par le chef de mission Christian Joss, assisté par Roger Nord, un chef adjoint du département Afrique, dont la présence à Bamako est un signal fort du FMI d'accompagner notre pays. La mission qui se poursuivra jusqu'au 25 septembre devra déboucher sur une lettre de confort du Fonds monétaire international à l'endroit de tous les partenaires du Mali, et cela en attendant le conseil d'administration du FMI prévu en décembre prochain. La lettre de confort permet à nombre de partenaires financiers de procéder, s'ils le souhaitent, avant même la tenue du conseil d'administration du fonds, à des décaissements de fonds en faveur du Mali. Les travaux de la 3e édition de Campus international des barreaux des pays francophones ont démarré effectivement ce matin. Des centaines d'avocats des barreaux de Paris et des pays de la francophonie ont pris part à cette rencontre et le slogan de cette rencontre est « Reconstruire le Mali par le droit ». L'ouverture officielle des travaux a été présidée par l'ambassadeur de France au Mali en présence du Premier ministre. Ils sont près de 500 avocats. Ils sont venus approfondir leur savoir, actualiser leurs connaissances et reconstruire le Mali par les droits. Un programme inédit du campus international des avocats depuis sa création. Pour les bâtonniers de l'ordre des avocats du Mali, ce campus est un bréviaire que les défenseurs de la liberté doivent dire tous les jours. La tenue des présentes assises nous renvoie à un vieux dicton bambara de chez nous qui dit « Mogoter koro kalama, mogoter odon kalama, dongo lobita kalansu » qui veut dire, traduit dans mon français approximatif, que l'on n'est jamais trop âgé pour apprendre, l'on n'est jamais trop savant pour apprendre, à l'écoute de tous les jours, l'on s'instruit. Je compte sur vous. Vous nourrissez, autant que moi, la relation entre la France et le Mali, et vous êtes aussi, j'allais dire, des ambassadeurs de la relation bilatérale malienne avec la France et des ambassadeurs de la relation de la France avec le Mali. Au nom des 25 600 avocats que comptent les barreaux de Paris, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a offert un livre de droit au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à travers son premier ministre, qui lui-même a eu un livre et une médaille, suivi de plusieurs autres personnalités. C'est désormais un premier ministre médaillé du barreau de Paris qui déclare ouvert les travaux des avocats, juste après Maître Pierre, bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris. Mesdames et messieurs, votre président de la République donne une leçon d'amour du barreau et des valeurs du barreau. Comme Beaumarchais ou Voltaire, il nous propose pour mot d'ordre la formule de Figaro. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que
vous puissiez le dire. Aux professionnels libéraux du droit que vous êtes, de profiter de ces occasions uniques d'échange et de confraternité. Il n'y a pas d'alternative à la création de richesses pour réduire la pauvreté. Son Excellence le Président de la République l'a éloquemment rappelé dans son projet présidentiel. Il est tout aussi évident que la création de richesses est principalement le fait d'entreprises petites, moyennes ou grandes, et que celles-ci, quelle que soit leur taille, ont besoin d'un environnement juridique et judiciaire stable, équitable, protecteur, où seul le droit et rien que le droit triomphe. Devant la robe noire du juge et de l'avocat, les armes s'éteignent selon les experts. C'est pourquoi, après la crise sécuritaire du Mali, le campus international veut restaurer les droits qui humanisent, qui réconcilient, qui organisent, bref, un droit qui donne un sens à la vie. Compte rendu était signé de Garibou au Pérou. L'exercice est régulier, mais le fait est rare, alors très rare. Les députés maliens viennent de renvoyer 2 projets de loi à la prochaine session après 4 heures de débat. Il s'agit du projet de loi relatif à la relecture du Code des collectivités et celui portant statut particulier du district de Bamako. Les députés ont chargé les membres de la commission de l'administration territoriale et de la décentralisation à apporter plus d'arguments par rapport à la prorogation des mandats des conseils communaux. Pour le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, c'est la démocratie malienne qui gagne en maturité, nous dit Mohamed Diarra qui était présent. Débat très houleux ce jeudi à l'Assemblée nationale autour de 2 projets de loi jugés très importants dans la vie de la nation. Il s'agit du projet de loi relatif à la relecture du Code des collectivités et celui portant statut particulier du district de Bamako. De façon précise, il s'agissait pour les élus de la nation de donner leur quitus par rapport au mode d'élection des organes des collectivités territoriales et au mode d'élection des organes délibérants de la région et du district de Bamako. C'est-à-dire, avec ce projet de loi, les maires seront élus au suffrage universel direct. Après 2 heures de débat, les députés restent divisés sur la forme et le fond du document soumis à leur appréciation. Ils estiment qu'il comporte beaucoup d'insuffisances. On ne peut pas envisager de donner autant de responsabilités, augmenter le nombre de conseils régionaux et ne pas penser à la problématique des ressources. Au nombre des insuffisances révélées par certains députés, le sort est réservé aux conseils régionaux. La prorogation des mandats des conseils communaux en lieu et place de la délégation spéciale et l'épineuse question de la définition de la régionalisation. La régionalisation, sous cette forme-là, moi aussi je ne suis pas très convaincu que ça va éteindre les velléités des choses. Parce qu'il faut l'autonomie des gestions. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Aucun membre que nous avons rencontré à l'écoute n'a pu nous dire quel est le contenu de la régionalisation qu'on va mettre en place. Mais il faut répondre à des impératifs stratégiques que le gouvernement est obligé de gérer aujourd'hui. Pour donc permettre aux députés de se mettre d'accord, une suspension de la séance de quelques heures intervient à la demande du président du groupe parlementaire APM. À la reprise, pas de compromis entre les députés. Un report de cette séance plénière ne nous dérange en rien. Parce qu'il s'agit du Mali, il s'agit de l'avenir du Mali. Pour le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, c'est le jeu démocratique qui a triomphé. C'est un report qui va dans la perspective d'améliorer le texte, étant entendu que nous constations qu'au sein de l'hémicycle, il y a des désaccords sur des éléments assez importants de la proposition. Par exemple, sur la question de la seconde prorogation pour le maintien des organes, et sur la désignation d'office de la tête de liste, les députés ont souhaité un débat sur l'ensemble des textes. Et naturellement, ce cadre-là n'était pas le cadre approprié. Un exemple de démocratie qui devra donner du dynamisme à la 5e législature de l'Assemblée nationale.
Partenariat public-privé, le groupe Togona Agro-Industrie décide de rendre Bamako propre en cette veille de célébration du 22 septembre. Le groupe vient de mettre à disposition des camions bennes, des engins lourds de ramassage et une équipe de spécialistes pour évacuer les ordures. Le coût de l'opération est de 200 millions de nos francs, contrairement à ce que l'on avait titré 15 millions de francs CFA. La campagne concerne les dépôts de Médina Koura en commune 2 et la commune 5. Et le premier coup de pelle a été donné par le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement. Reportage signé Boubacar Sissoko. Plus de 11 000 mètres cubes d'ordures ménagères sont entreposés au dépôt de Médina Koura. Les capacités d'enlèvement de la mairie de la commune 2 sont faibles. L'entreprise Togona Agro-Industrie vole donc au secours. C'est pourquoi elle a lancé cette campagne d'assainissement de la ville de Bamako pour accompagner le gouvernement du Mali dans le cadre des festivités du 22 septembre 2014. Dans le cadre de la fête de l'indépendance du 22 septembre, nous avons estimé qu'il était bon que chaque fois qu'il y a une fête, et c'est la tradition du pays, que les personnes nettoient d'abord chez elles pour recevoir les visiteurs. Et l'année dernière, nous avons fait une opération similaire lors de la venue des différents chefs d'État du monde entier pour l'investiture de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta. Et cette année, nous réitérons la même opération. Tout heureux, c'est le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Ablaye Idrissa Maïga, qui a donné le premier coup de pelle de cette campagne citoyenne d'assainissement. Ils l'ont fait il y a 1 an, ils l'ont fait cette année. Vous savez que c'est des opérateurs en général qui rentrent en compétition pour avoir ce genre de marché. Et ça doit être un exemple à suivre. Je le dis surtout à l'intention des autres opérateurs, il ne faut pas être à l'affût seulement des marchés publics. Quand il y a un problème national, parce que c'est une question nationale, la question d'assainissement, c'est une préoccupation à la fois pour les autorités, pour les élus, c'est qu'il nous faut rapidement sortir des urgences. Parce que ça encore, c'est une action d'urgence qu'il faut changer. D'ici 2 mois, nous allons pouvoir effectivement nous entendre sur les meilleurs mécanismes, avoir des professionnels, ce qu'on appelle ailleurs les délégataires, qui agissent en lieu et place de la mairie. Pour réussir la campagne d'assainissement, Togona Agro-Industrie n'a pas lésiné sur les moyens. Ce qui réconforte les autorités du district de Bamako qui ont sollicité les services de l'entreprise. Le coût de l'opération est estimé à plus de 15 millions de francs CFA. La salubrité de Bamako coûterait environ 9 milliards de francs CFA par an. Cela implique un nouveau mécanisme devant mettre le privé au cœur de la politique d'assainissement. 2 000 francs pour 300 000 ménages, ça te fait 600 millions par mois. Moi, j'ai dit, lorsque vous mettez un opérateur qui a conscience de ce potentiel, qui organise, qui va à la pêche de ces 2 000 francs pour avoir les 600 millions, qui structure, qui organise les acteurs autour de ce budget et autour de l'activité, il n'y a pas de raison qu'on ait une ville poubelle, qu'on soit dans une ville poubelle comme Bamako. Pour cette opération spécifique, le groupe Togona a mobilisé 35 camions bennes pour le transport des ordures à la décharge finale de Noumoubou. 6 engins de ramassage et une équipe de spécialistes pour l'évacuation. La campagne d'assainissement concerne également le dépôt de la commune 5. Encore, nous allons rectifier. Au lieu de 15 millions de nos francs, il fallait plutôt dire 200 millions de nos francs, l'argent que le groupe Togona Industrie a décidé de mettre à disposition pour Bamako, ville propre et non une ville poubelle. Une quarantaine d'organisations et d'institutions de défense des droits de l'homme ont organisé ce matin une marche pacifique. L'objectif était de réclamer plus de justice et d'actes contre l'impunité. La marche qui est partie de la Bourse de travail a pris fin au ministère de la Justice. Et sur place, les marcheurs ont remis au chef du département, Mohamed Ali Bachili, un mémorandum. Dans ce document, il recommande au gouvernement la poursuite et la condamnation des responsables des crimes commis pendant la crise de 2012, nous dit Bourama Traoré. Les défenseurs des droits humains ont battu le pavé. Une marche pacifique qui n'a pas mobilisé le nombre souhaité. Les organisateurs tablaient sur 5000 personnes, un chiffre qui n'a pas été atteint. Mais cela n'enlève en rien de la détermination des marcheurs qui réclament plus de justice et d'actes concrets contre l'impunité au Mali. Nous disons non à toute libération extrajudiciaire.
nous disons aux politiques de laisser la justice faire son travail et que ceux qui doivent être libérés le soient. Nous sommes d'accord pour la réconciliation, mais il ne faut pas oublier les victimes. C'est pourquoi nous marchons aujourd'hui pour la paix, pour la justice. La marche est bien encadrée par les forces de sécurité, mobilisées pour éviter tout débordement. Sur les pancartes, peut-on lire entre autres slogans « Carton rouge à l'impunité »,« Tous ensemble pour la paix et la justice »,« Sans justice, pas de paix ni de développement ». Cette marche partie de la Bourse du Travail s'est achevée au ministère de la Justice, où les marcheurs ont remis au chef du département un mémorandum. Le document fait certaines recommandations au gouvernement. 2. Garantir en toutes circonstances les droits des victimes des crimes internationaux à la justice, à la vérité et à la réparation. Exclure toute amnistie pour les crimes internationaux, y compris les violences sexuelles et enrôlement d'enfants soldats, conformément au statut de Rome auquel le Mali est parti. Quant au ministre de la Justice, il a eu les mots justes pour rassurer les marcheurs. Votre combat est celui du gouvernement Dixit Mohamed Ali Bachili. Les gardes des Sceaux ajoutent que les efforts en cours seront renforcés pour une saine distribution de la justice et le respect des droits de l'homme au Mali. Je dis que nous sommes avec vous. Je dis que le peuple malien a besoin, dans cette frange saine, sauvée du terrorisme, de se mobiliser face à Alger, de se mobiliser pour que nous soyons forts comme avant, comme nous le souhaitons et comme il se doit. Donc j'ai reçu votre motion. Croyez-moi bien, ça me touche profondément. Croyez-moi bien, je le traiterai. Croyez-moi bien, je resterai en contact avec vos responsables. Et vous savez que cette lutte contre l'impunité, ce n'est pas que sur les problèmes du Nord. Les problèmes de justice, c'est un tout. Et nous sommes en train d'aborder le tout avec courage et détermination. Le ministre Bachili de poursuivre qu'aucun responsable des crimes n'échappera à la justice malienne ou internationale. La force restera à la loi, a-t-il promis. Les rideaux sont tombés sur la conférence internationale des investisseurs organisée par l'UEMOA en vue du financement de la deuxième phase du programme économique régional. Sur les projets présentés, 16 ont retenu l'attention des partenaires financiers pour un coût total de 20 milliards de dollars, soit 10 000 milliards de francs CFA. 5 projets concernent notre pays sur les 16 pour près de 2 000 milliards de financement. Pour plus de précision, nous avons le chef de la délégation malienne à cette importante rencontre de Dubaï, le ministre du Commerce Abdelkarim Konaté. Il est au micro de Mohamed Touré. La conférence internationale des investisseurs organisée par l'UEMOA a été une vraie réussite. Sur 17 projets présentés aux partenaires financiers, 16 ont fait l'objet de protocoles d'entente. Les 16 projets retenus ont un coût de financement d'environ 20 milliards de dollars, soit près de 10 000 milliards de francs CFA. Notre pays, le Mali, a bénéficié du financement de 5 projets sur les 16. Le premier projet retenu et le plus important pour notre pays est le tronçon, le chemin de fer Dakar-Bamako, Bamako-Bougouni, Bougouni-Sikasso et Sikasso-Ouangloudougou en Côte d'Ivoire. Une bretelle aussi est prévue à partir de Sikasso pour Bougou-Djilasso sur 164 km, toujours pour le compte des chemins de fer. Il y a aussi la rénovation du tronçon Bamako-Koulougoro, de 60 km. Là, c'est le premier projet retenu et pour un coût de financement d'environ 1600 milliards de francs CFA. Le second projet retenu pour le Mali est l'aménagement d'environ 7000 hectares dans la zone office du Niger, précisément à Kanjourou, pour un coût d'environ 50 milliards également de francs CFA. Le troisième projet retenu aussi, c'est effectivement la construction d'une centrale solaire photovoltaïque pour un coût d'environ 30 milliards et le renforcement du réseau électrique de l'énergie du Mali à travers la construction de lignes haute tension sur près de 900 km entre le Mali et le Burkina. Il y a également un dernier projet qui a été retenu et qui concerne l'hydraulique villageoise pour près de 10 milliards de francs CFA. C'est dire que nous sommes très satisfaits de cette rencontre internationale et nous tenons à féliciter au nom du gouvernement du Mali et du président de la République les autorités de l'UEMOA pour le travail remarquable accompli
Dans les 3 prochains mois, les partenaires techniques et financiers qui se sont engagés avec les États feront le déplacement pour aller discuter avec les départements sectoriels des modalités de mise en œuvre de ces importants accords. En marge des travaux de la conférence internationale de Dubaï, de l'UEMOA tenue à Dubaï, le ministre du Commerce, Abdul Karim Konaté, a rencontré le bureau des Maliens de Dubaï. Les échanges ont porté sur les sujets intéressant la vie de la nation. Différents thèmes ont été abordés, notamment la crise du Nord, la première année de présidence du président Ibrahim Boubacar Keïta, l'obtention de visas de travail pour les Maliens de Dubaï, l'implantation d'une représentation diplomatique à Dubaï et surtout la crise qui secoue actuellement le monde des affaires sur la problématique du dédouanement des marchandises. Il est à noter que Dubaï est une plateforme commerciale pour le Mali. Beaucoup de nos compatriotes y vivent et sont dans le commerce et le transit. À toutes ces préoccupations, le ministre Konaté a donné des apaisements s'agissant du cas spécifique du dédouanement des marchandises. Il a rassuré nos compatriotes qu'aucune modification du tarif des douanes n'est intervenue. Il s'agissait plutôt de l'application de certaines mesures réglementaires liées au programme de vérification des importations. Concernant les visas de travail et l'ouverture d'une représentation diplomatique, l'ambassadeur du Mali à Dubaï a donné l'assurance que les autorités y travaillent et bientôt ça sera une réalité. L'ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite qui couvre les Émirats Arabes Unis. Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, célèbre demain 12 septembre sa 29e journée. Une journée placée sous le thème « Relever le défi de la transition démographique pour une sécurité alimentaire durable au Sahel et en Afrique de l'Ouest ». Pour le président tchadien Idriss Itno Déby, président en exercice, cette 29e journée doit donner l'occasion aux dirigeants africains de donner une nouvelle impulsion aux politiques nationales de population. Le président tchadien Idriss Déby Itno. Ce thème a été choisi par le SILS pour donner une nouvelle impulsion aux stratégies et politiques nationales des populations dont la mise en œuvre est essentielle pour accélérer le processus de transition démographique dans nos États. Mesdames et messieurs, la sécurité alimentaire, la gestion durable des ressources naturelles, la lutte contre la sécheresse et la désertification, l'atténuation et l'adaptation aux effets des changements climatiques, la résilience des populations aux différentes crises alimentaires et nutritionnelles sont difficilement réalisables de manière durable si l'on ignore ou si l'on accorde peu d'importance aux facteurs démographiques. Dans l'espace SILS, le nombre moyen d'enfants varie entre 2,5 enfants au Cap-Vert et 7,3 enfants au Niger, tandis que le taux brut de natalité varie entre 35 et 45 pour 1000. Ces niveaux élevés de fécondité et de taux d'accroissement naturel des populations des pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest ont rendu difficile la réalisation des objectifs prioritaires du SILS. Les pays membres peinent à réaliser et à maintenir durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle du fait de l'accroissement rapide de leur population. Population des États membres de SILS. Quand on parle de transition démographique, il s'agit de passage d'une société humaine du stade de la démographie traditionnelle, caractérisée par des taux de natalité et de mortalité élevés et des taux d'accroissement naturel faibles, au stade de la modernité démographique, caractérisée par des taux de natalité, de mortalité et d'accroissement faibles.
Un mot toujours de l'actualité en dehors de nos frontières. Nous sommes jeudi 11 septembre. Les États-Unis commémorent le 13e anniversaire des attentats du 11 septembre. Le président Barack Obama a appelé les Américains à ne jamais céder à la peur en commémorant les attentats du 11 septembre au lendemain de l'annonce d'une vaste opération militaire contre l'État islamique en Irak, entre l'Irak et la Syrie. Obama et son épouse Michelle Obama ont marqué 1 minute de silence sur la pelouse de la Maison Blanche, l'heure à laquelle le premier, c'était à 8h46, il faisait alors 12h46 ici à Bamako, l'heure à laquelle le premier avion de ligne détournée a percuté l'une des tours du World Trade Center. Renforcer la capacité d'adaptation des populations rurales en mettant à leur disposition des technologies et des services innovants, c'est l'objectif du projet Adaptation de la petite agriculture au changement climatique officiellement lancé à Sikasso. Nous retrouvons depuis Sikasso Fatoumata Diallo. L'adaptation de la petite agriculture paysanne à SAP face au changement climatique, officiellement lancé à Sikasso, est un volet complémentaire du programme d'accroissement de la productivité agricole au Mali, PAPAM. Initiée par le ministère du Développement rural, elle couvrira pour une période de 4 ans les cercles de Bougouni, Sikasso et Yanfolila, avec comme mission assignée l'amélioration de la résilience des petits producteurs et des écosystèmes face au changement climatique. Le régime pluviométrique au Mali est très affecté par la variabilité et les changements climatiques. Les conséquences de ces affaires pour notre pays sont entre autres une baisse de la productivité agricole et des menaces sur la sécurité alimentaire, un impact négatif sur la flore et la faune, la recrudescence des maladies respiratoires et celles transmises par vecteurs. Pour mieux faire face à cette problématique, le volet PAPAM-ASAP compte mettre à la disposition des communautés bénéficiaires des expériences réussies et des outils innovants. Spécifiquement, nous allons mettre l'accent sur des biodigesteurs, que ce soit des biodigesteurs flexibles ou bien dômes. Donc, les dômes ont fait leur expérience ici, mais les flexibles, réellement, c'est une innovation. Jusqu'ici, le Mali a peu d'expérience en la matière. Nous allons l'amplifier. Une initiative vivement appréciée par les autorités régionales. Ce financement additionnel qui s'élève à 11 millions de dollars US, soit plus de 5 milliards de nos francs, est un don du Fonds international de développement agricole, FIDA. Je les rassure de l'engagement et de l'accompagnement sans faille des autorités régionales. Pour favoriser alors une meilleure appropriation du projet par les participants venus de différentes localités, les exposés ont porté sur la présentation du PAPAM-ASAP et sur les changements climatiques. Environ 700 millions de francs CFA, c'est le montant du projet d'appui à la gestion de l'eau pour renforcer la sécurité alimentaire et la résilience dans les 3 cercles de la vallée du fleuve dans la région de Gao. Gao, une correspondance de Drissa Kone. Ce projet dénommé Gao Plus a pour cible les populations affectées par les crises alimentaires et sécuritaires dans les cercles de Bourem, Gao et Ansongo. Au total, 1500 ménages sont concernés, soit 10 000 personnes en raison de 7 personnes par ménage. Ce projet axé sur la gestion de l'eau contribuera à pallier le déficit pluviométrique, principale cause de la faible productivité de nos champs. Il permettra aussi à toutes les organisations communautaires de base de bénéficier d'une subvention financière substantielle. Le financement de ces projets qui s'élève à 655 957 000 francs CFA intervient après plusieurs autres accompagnements accordés par les Pays-Bas à notre pays depuis 1975. Le projet Gao Plus, qui s'étendra de juillet 2014 à décembre 2015, s'inscrit en droite ligne de cette bonne coopération entre nos 2 pays. Pour l'exécution du projet, Indamali, à travers une approche multi-acteurs et multi-échelle, collaborera directement avec l'ONG ACAS, le mouvement des jeunes patriotes de Gao, le gouvernorat de Gao, les collectivités territoriales, les services techniques, les organisations socio-professionnelles. Le projet a comme objectif global aider les communautés organisées dans 3 cercles de la région de Gao à répondre à leurs besoins économiques et sociaux urgents, nés des crises successives que le Mali a connues, et donner l'espoir d'en atténuer les impacts sur les plus vulnérables.
La remise des chèques aux bénéficiaires et la visite sur la ferme de l'association pour la promotion de l'aviculture au nord à Bagoundje ont mis fin aux activités de lancement du projet d'appui à la gestion de l'eau. L'Institut national d'ingénierie de formation professionnelle vient de tenir son tout premier conseil d'administration. À l'ordre du jour, le programme d'activité, le bilan financier et les perspectives. L'Institut a mené plusieurs activités dans le cadre du perfectionnement des agents et l'élaboration des documents référentiels. L'Institut dispose d'un budget prévisionnel de 524 millions de francs CFA, compte rendu à Gali Aguissa. L'évaluation des performances et insuffisances d'une entreprise contribue à sa bonne gestion. Et c'est à cet exercice que s'attellent les administrateurs de l'Institut national d'ingénierie de formation professionnelle INIFORP. Cette première session examine l'exécution du programme d'activité de la période 2013-2014. Nous avons eu à assurer la formation, le perfectionnement des agents de l'usine des 3e de Ségou. Et ensuite, nous avons eu à faire des documents, des référentiels pour Helvetas Mali. En même temps, les agents ont travaillé avec la Direction nationale de la formation professionnelle pour des référentiels au compte de Lux Development. Le budget prévisionnel est de l'ordre de 524 millions. À l'issue de cette rencontre, les administrateurs devront fixer de nouvelles perspectives afin que la jeune structure puisse combler les attentes. Il s'agit de participer au perfectionnement des personnels de services publics et privés. Le développement du capital humain apparaît aujourd'hui comme un vecteur incontournable de professionnalisation des acteurs économiques. C'est pour cette raison que la formation professionnelle a été placée au rang des priorités du gouvernement pour contribuer à juguler les phénomènes de chômage, de sous-emploi et favoriser la productivité. Créé en août 2013, l'INIFORP est un établissement public à caractère scientifique et technologique. L'Institut est chargé, entre autres, de l'élaboration des référentiels de formation professionnelle, la production des outils et moyens pédagogiques. Le projet de commercialisation et de transformation de l'anacarde dans la région de Sikasso a tenu la deuxième session de son comité national de pilotage, financé par l'Agence espagnole de coopération internationale de développement dans le domaine agricole au Mali. Et cette session va valider le procès verbal de la première session du comité de pilotage. Daouda Sidiki Diarra, compte rendu. La culture de l'anacarde, à une période de l'histoire du Mali, a suscité un engouement chez les acteurs de cette filière. Mais les espoirs ont été estompés par manque de professionnalisme. Aujourd'hui, à travers le projet Création de richesses et souveraineté alimentaire dans la région de Sikasso, l'appui technique et financier de la coopération espagnole a permis de lever une grande partie des contraintes qui handicapaient la promotion de cette filière. Après avoir mené plusieurs activités sur le terrain, l'heure est venue pour ce projet de faire le bilan de ces activités pour la 10e fois. Au cours de la présente session, vous aurez à examiner le procès verbal de la première session du comité de pilotage tenu en janvier 2014 et le point d'exécution des recommandations issues de la première session, le bilan corrigé des activités réalisées au cours des années 2010 à 2013 et le bilan technique des activités de janvier à août 2014 et le bilan financier des activités de janvier à août 2014, le programme d'activité de septembre à décembre 2015 et enfin le budget des activités de septembre à décembre 2015. Pour la période allant du mois de septembre à décembre 2014, 34 coopératives seront formées en vie associative et gestion coopérative, ainsi qu'en technique de commercialisation et de gestion des contrats. Aussi, 2 centres d'approvisionnement de noix d'anacarde seront construits à Koumantou et Définan. Un centre de transformation des noix d'acajou verra le jour à Kolondjeba et un autre probablement à Yamfoulila. Bonne nouvelle pour les populations de Moriba-Bougou en 2e région. Une nouvelle infrastructure éducative et sanitaire verra le jour. La pose de la première pierre a eu lieu et elle va coûter plus de 5 millions de nos francs. Et cela grâce au concours financier du partenariat mairie de Moriba-Bougou, Sokajek et la clinique Oumoudeli Dili. La cérémonie était placée sous la présence du président de l'Assemblée nationale. Alpha Meiga était présent. De ce geste sortira dans 4 mois une nouvelle infrastructure.
Il s'agit de 6 salles de classe, une infirmerie et un forage. Les bénéficiaires sont les habitants de la commune rurale de Moribabougou dans la région de Koulikoro, mobilisés à cet effet. La réalisation des futures infrastructures est estimée à plus de 100 millions de francs CFA. Cela grâce au partenariat de la mairie de Moribabougou, Sokajek et la clinique Oumoudili. L'acte est hautement apprécié par les autorités politiques et administratives. Ça traduit aussi la ferme volonté de nos plus hautes autorités de faire de l'école malienne leur cheval de bataille, moteur du développement économique, social et culturel dont notre pays a tant besoin. Je vous exhorte à faire bon usage de ces infrastructures qui constituent des atouts favorables à la formation de futurs cadres compétitifs sur le marché de l'emploi national, sous-régional, de plus en plus concurrentiel, où seuls les excellents trouvent leur place. C'est un projet d'envergure, une école, une infirmerie. Vraiment, c'est un développement qui n'a pas de limite. Il y a la santé, il y a l'éducation. Je crois que c'est le pilier de l'avenir d'un pays. Je ne voudrais peut-être pas que ça se limite à Moribabougou. Je voudrais que ça s'étende sur l'ensemble du territoire du Mali. Les communes de Kita en première région et Kadiolo en troisième région vont bénéficier également de ce projet, ce qui dénote que le partenariat public-privé reste un des piliers de la décentralisation. Une nouvelle association vient d'être portée au Mali sur les fonds baptismaux. Son nom, c'est le Conseil national de l'agriculture, du commerce, des industries, des services et de l'artisanat du Mali, abrégé Sénakissam. Cette nouvelle association se veut un instrument fédérateur de tous les opérateurs économiques de tous les secteurs d'activité. Compte rendu Abdrahman Meiga. Le Conseil national de l'agriculture, du commerce, des industries, des services et de l'artisanat du Mali est une organisation de la société civile. Elle se fixe comme objectif principal de fédérer les énergies pour promouvoir et défendre les intérêts de ces différents secteurs d'activité. Ces professions qui apportent plus de 80% à l'économie nationale évoluent de façon dispersée, rendant difficile l'atteinte des objectifs. Avec ce nouveau regroupement, ils se donnent désormais la main pour conjuguer leurs efforts et s'engager vers un destin commun. Notre but, ce n'est pas d'aller sur les problèmes conjoncturels. Nous allons aller sur les problèmes structurels, sur les problèmes de fond qui peuvent faire bouger l'économie vraiment d'une façon significative. Puisque tous les acteurs sont réunis et aucun secteur ne peut vivre indépendamment. Cet instrument qui regroupe les présidents des secteurs concernés s'attellera à trouver des solutions idoines à certaines préoccupations de l'ère, notamment par la création d'une organisation fêtière capable de porter la voix des opérateurs économiques sur les grandes questions de la vie de la nation, pour être une force unitaire cohérente de propositions aux pouvoirs publics nationaux et internationaux. Quelle est la passerelle qu'on peut avoir entre la loi d'orientation du secteur privé et la loi d'orientation agricole? Si on arrive à les mettre en œuvre correctement, ça va éviter qu'à chaque gouvernement, à chaque ministre, nouveau ministre qui arrive, qu'on change, qu'on essaie de nouvelles méthodes. Donc on a l'encadrement nécessaire qui est là et ça ne sera pas à la tête du client. Ça va être défini dans la loi. On va surtout travailler sur ces éléments. Autre préoccupation inscrite à l'agenda de ce Conseil, c'est aussi la prise en charge spécifique du développement des filières, la promotion de l'entrepreneuriat féminin, la création d'un espace pacificateur face à la multitude des organisations professionnelles, sans oublier la prise en compte de la responsabilité sociale de l'entreprise. Sport football, deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2015. L'Algérie a battu hier les Aigles par le score de 1-0. Avec ce succès, les Fennecs sont leaders du groupe B devant le Mali. Khalifa Nama Traoré, une analyse de Khalifa Nama Traoré. Le choc des favoris du groupe B des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations de football 2015 a tourné à l'avantage des Fennecs algériens face aux Aigles du Mali. Un but de la tête de Karl Medjani à la 83e minute sur un coup franc de Riyad Mahrez scelle le sort de cette rencontre entre les vainqueurs de la première journée. Le héros d'un soir était bien hors jeu que seul l'arbitre camerounais Alioum Néa et son premier assistant n'ont pas vu.
Sur l'ensemble de la partie, les Fenech pourraient bien se passer de ce coup de pouce du directeur de jeu. Il donne le ton dès le début du match avec de nettes occasions de but. Oumar Sissoko, le gardien de but malien, est sauvé par 2 fois par ses montants suite aux tentatives de Mahrez et Brahimi. La réaction de Seydou Keita et ses partenaires est plutôt timide. Sambou Yatabare à la 17e minute et Bakary Sako réplique sans pour autant effrayer l'arrière-garde algérienne. Moustapha Yatabare préféré à la pointe de l'attaque à Cheikh Tidiane Diabaté et Bakary Sako encore lui se crée des opportunités. Les nôtres tiennent tête aux Algériens et deviennent de plus en plus dangereux, surtout en début de deuxième période, avec le duo Moustapha Yatabare et Bakary Sako. L'expulsion de Mamoutou Ndiaye à la 69e minute pour cumul de cartons jaunes complique la stratégie de Harry Kasverzak, le sélectionneur malien. Point d'issue pour les Fenech jusqu'à cette délivrance du désormais coéquipier en club de Moustapha Yatabare. La défense malienne peut bien se reprocher de son manque d'attention aux joueurs algériens. L'Algérie, avec ses succès, est seule en tête du groupe avec 6 points, devant le Mali et le Malawi, 3 points chacun. L'Éthiopie, battue à Lilongwe par le Malawi 3-2, ferme la marche. Lors de la 3e journée, le Mali jouera à Addis Abeba le 10 octobre contre l'Éthiopie et le Malawi recevra l'Algérie. Voilà, avant de refermer définitivement ce journal, c'est de communiquer. Le ministre des Domaines de l'État, des Affaires foncières et patrimoine informe les détenteurs de droits réels sur les immeubles situés dans l'emprise et les servitudes des travaux de construction en 2x2 voies de la route nationale RN6 Bamako. Ségou que la commission d'indemnisation reçoit les personnes expropriées des localités de Yirimadio et Nyamana à partir du 11 aujourd'hui donc au 4 octobre 2014 chaque semaine du mardi au vendredi de 8h à 16h dans les locaux de son département à la cité administrative bâtiment numéro 2. Les intéressés sont priés de se munir d'une pièce d'identité en cours de validité, des documents originaux relatifs à leurs immeubles et des procurations éventuelles établies par acte notarié. Le directeur général de la Maison du Hajj invite les pèlerins de la filière gouvernementale dont les noms figurent sur la liste du 2e convoi de procéder à l'enregistrement de leurs bagages dans les locaux de la Maison du Hajj demain vendredi 12 septembre à partir de 10h. Ceux de la filière gouvernementale du premier convoi ont eu à enregistrer leurs bagages aujourd'hui. Les pèlerins n'ayant pas de bagages à enregistrer sont également invités de se présenter pour confirmer leur voyage. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais l'information continue sur cette même antenne. Rachel Tessougué sera là sur ce même plateau pour le journal Formation continue. Et demain, 10h-13h, Nyanya Aliou Traoré. Excellente nuit à tous. Au revoir.